Une nation qui résiste peut tomber mais se relève. Ça me fait juste penser à une phrase qui illustre bien l'Ukraine et qui est arrivée en France peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle dit: un peuple qui résiste peut tomber mais se relève, alors qu'un peuple qui se résigne disparaît. Et donc là, on a quand même une bonne illustration de la résistance le long du temps. Qu'est-ce qui se passe quand toutes les tentatives de sortie politique échouent? La réponse est simple et profondément européenne. Les empires s'imposent. Voilà, ici on voit qu'au XVIIIe et XIXe siècle, l'Ukraine n'existe pas comme État souverain. Malheureusement, les Cosaques ont été assimilés, et ces territoires sont intégrés à de grands empires voisins. À l'est et au centre, l'Empire russe. À l'ouest, l'Empire austro-hongrois. Au sud, l'Empire ottoman. Donc les trois arrivent, et pour les Cosaques, ce n'était pas si facile de faire des guerres sur trois fronts. Ces empires qui s'installe ne signifie pas seulement un changement de drapeau. Cela signifie une administration venue d'ailleurs, une extraction des ressources, comme dans les colonies, et une gestion des territoires pensée à distance. L'Ukraine est divisée, gouvernée de l'extérieur, et privée de mécanismes propres de protection politique. Elle n'a pas son propre État. Ce n'est pas l'Ukraine qui est instable, c'est la souveraineté qui est empêchée. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la France à la même époque. La France traverse des changements assez grands, notamment la Révolution, l'Empire, la Restauration, les républiques, tout ce qu'on a appelé la terreur. Et globalement, on a quand même considéré que c'était toujours la France malgré toutes ces transformations. En Ukraine, la question n'était pas tant quel régime choisir, c'était comment essayer de décider nous-mêmes en fait. Parce qu'à l'époque, c'était des gens qui décidaient à leur place. En fait, c'était qui va décider pour nous quelque part. Si la France a changé de régime, l'Ukraine a changé de maître. Malgré sa volonté d'être décideur de son propre destin. Donc du coup, on arrive maintenant à peu près au XXe siècle. Et il y a une question qui s'impose. Pourquoi tant de violence ici? Puisqu'on est sur des régions où le théâtre de la violence a été très important. La réponse n'est pas culturelle en soi ou nationale, elle est vraiment structurelle. Au XXe siècle, les empires européens se sont affrontés, et en Ukraine, il n'existait toujours pas d'État capable de protéger cette population à ce moment-là. Le territoire était donc un peu un espace disponible pour des projets idéologiques extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Dans les années 1930, le pouvoir stalinien a carrément utilisé la famine comme arme politique, notamment pour éliminer les nationalistes ukrainiens. C'est le Holodomor, dont on parle heureusement un peu plus aujourd'hui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a été l'un des principaux lieux de violence pour différentes populations, notamment les juifs, mais pas seulement. Là aussi, il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de génocides sur les populations. Ou simplement, même quand l'URSS a décidé d'envoyer énormément de soldats pour aller jusqu'à Berlin, il faut reconnaître qu'elle a surtout envoyé ses États satellites. Autant la phase de reconquête, comme ils aiment bien dire, c'était des Biélorusses, des Ukrainiens et toutes les nations satellites qui étaient envoyées mourir. Et cela montre bien à quel point Staline profitait aussi de cette étape pour faire mourir les populations périphériques. Et aujourd'hui c'est pareil, Poutine fait la même chose.